Mardi 5 janvier 2021, bonne année à tous et à chacun et bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. On espère que l'année commence avec beaucoup d'espoir. En tout cas, on vous souhaite bienvenue sur cette chaîne, la chaîne à laquelle vous avez fait confiance depuis beaucoup d'années déjà. Nous vous disons merci pour cette marque de confiance, surtout à cette émission, Le Coin de l'Entrepreneur, qui redémarre pour le compte de cette année 2021. On commence l'année avec un invité atypique. Il est caricaturiste, il est auteur de BD, plus de 30 ans de carrière à son actif avec de nombreuses œuvres, de nombreux prix récoltés tant bien au Cameroun qu'à l'échelle internationale. En 2010, pour ne rien vous cacher, il a été référencé dans le dictionnaire mondial de la bande dessinée. Lui, c'est Almo The Best, notre invité. Almo, bienvenue dans Le Coin d'Entrepreneur sur RMC Business TV. Merci, Ferry, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. L'année commence... Et surtout, bonne année. L'année commence bien? Je l'espère. On va rentrer un peu dans ta carrière et se projeter aussi, vu qu'il y a plein de choses à se mettre sous la dent, venant de vous, Almo The Best. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à partager, oui. Et les petites minutes que nous allons passer, je pense que ça va peut-être pas être suffisant. C'est parti. Bienvenue à tous et à chacun. Bienvenue une fois encore dans Le Coin de l'Entrepreneur avec Almo The Best pour cette première édition de l'année 2021. Almo, nous le disions dès l'entame de cette émission, c'est un dessinateur hors pair. Il est l'auteur de plusieurs albums aujourd'hui, vous pouvez voir quelques-uns là. Voilà, et surtout le célèbre Zamzam le tiers-mondiste, on va y revenir parce que c'est un personnage qui est ancré dans l'inconscient collectif des Camerounais et des Africains aussi pour toutes les histoires qui y a autour. Mais avant d'arriver à tout ceci, Almo, il y a eu des premiers pas. C'était en 1991 dans la rédaction du journal La Cité. Alors Almo, c'est vrai que tout a commencé dans le cocon familial, mais est-ce qu'on peut compter l'histoire autour de la rencontre avec la rédaction de La Cité? En 91, j'étais encore élève et j'étais à Yaoundé. Donc, comme tous les élèves et ceux qui ont un petit talent comme le mien de dessinateur, je dessinais régulièrement en classe, je dessinais mes professeurs. Et donc, tous mes camarades m'avaient déjà remarqué par rapport à ce talent. Oui. Et un jour, un de ses camarades m'a approché. Il m'a dit qu'il y avait dans son quartier une dame qui cherchait un dessinateur parce qu'elle voulait lancer un journal. Oui. Et donc, il m'a présenté à la dame. Et comme par hasard, cette dame et ce camarade de classe habitaient dans mon quartier à la Cité Verte. Oui. À l'époque, j'étais chez un oncle architecte. Et... donc, tout naturellement, j'ai présenté mon travail. Et je pense qu'elle a aussi présenté ce travail à d'autres personnes qui lui ont dit ça vaut la peine. Surtout que j'étais pas cher et que j'avais le talent. Et tout de suite, là, vous êtes engagé? Oui, directement, je commence à faire des piges. Donc, à cette époque, c'était pas une histoire de salaire, c'était une histoire de pige. Pige, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Et à la tâche? Non? Oui, en fait, c'est oui et non. Disons que je faisais des caricatures et je faisais une petite bande dessinée. Oui. Donc, il y avait un coût pour la bande dessinée, il y avait un coût pour les caricatures. Oui. Voilà, c'est un peu ça la pige. Donc la pige, c'était soit une caricature, soit une bande dessinée. D'accord. À l'époque, vous êtes encore tout jeune, vous êtes au lycée, au collège? Au collège, ça fait... C'est un petit bourgeois qui devait bien se vanter au lycée avec l'argent qu'il gagnait grâce à ses prestations. Non, je ne pense pas que vous vous vantiez quand vous respirez. Moi, je savais dessiner avant même de savoir lire et écrire. Donc, dessiner, ça a toujours été quelque chose de naturel. Oui. Donc, quand on m'appelle pour dessiner dans un journal, pour moi, c'est une chose normale. Oui. Je n'ai pas la sensation de faire quelque chose d'extraordinaire. Oui. C'est normal, c'est comme suivre son flow, comme on dit. Oui, parce que vous avez été très influencé depuis la plus petite unité familiale. Le père faisait du dessin, l'oncle aussi. C'est cet environnement-là, je vais y arriver, qui vous a produit
Et vous ne voyez donc pas, est-ce que pour vous, c'était un métier que vous vouliez faire pour avoir de l'argent ou tout simplement exprimer une passion, bénévolement comme ça? Je tiens quand même à préciser que mon père n'a jamais fait du dessin. Mon père, c'était un ingénieur. Oui. Je ne sais plus trop quelles études il a fait, mais bon. En tout cas, il a pas fait quelque chose qui est lié au dessin. Oui. Ma mère, Mais dans le cercle familial. Ma mère, par contre, avait des petits talents de dessinatrice, mais ce n'était pas non plus son domaine. Ok. Par contre, j'avais à côté des oncles qui étaient architectes d'intérieur, architectes de maison, et puis j'avais aussi un grand frère qui dessinait. Donc quand j'ai commencé à découvrir les crayons, les feutres, tout ça, j'avais déjà toutes ces petites personnes qui gravitaient autour de moi et qui dessinaient régulièrement et qui corrigeaient déjà ce que je faisais, alors que j'avais 3-4 ans. Donc c'était naturel. D'accord. Maintenant, quand je commence à être engagé dans des rédactions, je suis le cours naturel de mon existence. C'est pas que je pense m'enrichir ou que je pense même faire carrière. Au début, je ne savais même pas que c'était une carrière. Oui. Parce que moi, ce que je gagnais me permettait de faire quoi? D'acheter quelques petites babioles. Puisqu'à l'époque, ce n'était pas un vrai salaire. C'était juste ce qu'on appelle les défraiements. Oui. Hein, aujourd'hui, on appelle ça le lancement. Mais ce n'était pas un salaire en tant que tel. Donc c'était une espèce d'argent de poche supplémentaire que j'avais et qui me permettait de faire des petites choses comme tous les jeunes veulent en faire. J'achète quelques habits, j'achète un petit appareil, des choses comme ça, c'est tout. Est-ce que vous aviez un autre rêve en parallèle, étant dans la rédaction de La Cité? Dans La Cité, c'était de l'argent de poche et c'était du plaisir. Puisque je pouvais m'exprimer, je pouvais voir mes dessins publiés, c'était du plaisir, c'était comme on dit, du kiff, quoi. Ouais. À quel moment est-ce que vous vous rendez compte que c'est votre destin, c'est votre carrière? C'est plusieurs années plus tard. C'est quand je commence à travailler dans 100% Jeunes et dans l'expression de Mami Wata en même temps. Ouais. Donc là, on est dans les années 2000. À ce moment-là, je me rends compte que je peux avoir un salaire. D'accord. Parce qu'à l'expression de Mami Wata, j'avais un salaire. À 100% Jeunes, j'avais un salaire. Donc là, je commence à me rendre compte que je peux faire quelque chose avec le dessin. Et donc, je commence à devenir un peu plus sérieux. Je commence à conserver mes dessins parce qu'au départ, je ne les conservais même pas. Parce que je me disais, j'en fais tellement, pourquoi les conserver? Avec une facilité légendaire. Voilà, c'était un peu ça, c'était tellement comme ça. Et puis à un moment donné, je me rends compte que c'est une carrière. On peut construire une vie avec du dessin, on peut vivre avec le dessin. Ouais, pour ceux qui ne comprennent pas, ils se demandent mais comment construire une vie avec le dessin? Justement. À partir du moment où vous avez déjà un salaire, vous pouvez vous construire. Oui. C'est ça la différence. Un salaire et des piges, c'est pas la même chose. Donc quand vous devenez un salarié, vous pouvez vous projeter dans l'avenir. C'est de la garantie en plus. Voilà. Vous avez fait plusieurs rédactions, il n'y a pas que La Cité, vous y avez commencé, vous avez fait vos premiers pas. On suppose que vous gardez de très beaux souvenirs avec La Cité. Oui. Je suis même toujours en contact avec la directrice de publication qui s'appelle Pauline Billon, que je salue si elle m'écoute, si elle me voit. C'est beaucoup de plaisir. C'était très intéressant, très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses. Et après, j'ai continué ma route avec des gens comme Robert Nkwamou, qui avait lancé dans la même période lycée et collège. Quelques temps après, il a lancé Taxi Magazine. J'ai fait une petite intrusion dedans. Et puis après, il a encore lancé Informatique Individuelle et j'ai aussi travaillé avec lui. Et après, il y a eu Espace Foot, il y a eu Bubinga, il y a eu Le Marabout au Burkina Faso, et puis d'autres rédactions comme Spirou. Là, nous sommes en Belgique. En Belgique. Oui. El Rios, toujours en Belgique. Il y a Planète Enfant, Planète Jeune, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, tout à fait. Voilà. Et voilà, vous comprenez que c'est un international qui est avec nous sur cette chaîne. Dans cette émission aujourd'hui, vous avez cité plein de rédactions dans lesquelles vous êtes passé. L'expression de Mami Wata. L'expression Mami Wata. Voilà. Mais surtout, ça c'est le magazine Jeune qui est très connu, qui reste encore dans l'inconscient collectif de la génération, on va dire, 2000, 100% Jeune. Vous y avez travaillé. Alors j'ai envie de savoir quelle était l'expérience la plus valorisante dans toutes les rédactions où vous êtes passé.
Tout d'abord, je ne vais pas me mettre à dévaloriser des rédactions dans lesquelles je suis passé, parce que dans chaque rédaction, j'ai appris quelque chose. Oui. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont fait travailler, qui m'ont permis d'avoir cette expérience. Mais maintenant, l'expérience qui m'a donné le plus de notoriété, c'est bien évidemment 100% Jeunes. Parce que c'était quand même un journal qui tirait à plus de 50 000 exemplaires, Oui. qui était distribué dans au moins 3 pays de l'Afrique centrale. Mm. Donc c'était quand même une sacrée visibilité. Oui. Et bon, le message qui était diffusé était aussi important à cette époque. Mm. C'était la sensibilisation sur la santé de reproduction des adolescents, VIH, SIDA, tout ça. Oui. C'était important de passer ces messages à ce moment-là. Oui. Donc c'était le bon journal au bon moment qui touchait un maximum de personnes. Donc Oui. ça m'a donné beaucoup de visibilité. Ah, super. Vous avez fait vos preuves dans toutes ces rédactions. Puis il est venu le moment de lancer une boîte de production. Oui. Almo Production. Voilà. C'était pour produire des BD et voilà, des albums, comme on peut en voir là derrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Almo The Best? Oui, en fait, j'ai lancé Almo Production pour promouvoir mon travail, pas seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que créateur, parce que mon imagination m'amène à créer tout un tas de choses, notamment des cartes de vœux, des cartes d'anniversaire, des journaux. Donc je ne voulais pas être limité à être juste un caricaturiste et un BDiste. Je voulais pouvoir donner une libre expression à toutes les capacités que je sentais pouvoir exprimer. Oui. Donc j'ai créé le label Almo Production il y a quelques années, c'est-à-dire en 2005, un petit peu avant de partir de 100% Jeunes. Et j'ai commencé par lancer des cartes de rupture. C'était un concept assez intéressant. Des cartes de divorce. Voilà, non de rupture. De rupture d'abord. De rupture d'abord. Oui. Il s'agissait pour moi d'amener les gens à se séparer en toute convivialité avec une petite carte sympathique, humoristique. Totalement. Bon, après j'ai lancé le magazine Fluide Thermal. J'ai publié 4 éditions. Malheureusement, je n'ai pas eu le soutien que j'attendais, donc j'ai dû arrêter parce que c'était à fonds propres. Oui. Et quelques années après, j'ai lancé l'édition proprement dite des albums de bande dessinée que vous voyez là. Oui, Zamzam le Tiers-Mondiste, oui. tome 1, tome 2, il y a le tome 3 tome et le tome 4 le plus récent. Et tome 4. Voilà. Et j'ai continué avec d'autres œuvres, comme des œuvres de caricature, afin de montrer ce qui pouvait être fait au Cameroun et en Afrique. Parce que quand j'étais dans les rédactions, on me disait toujours tu ne peux pas faire des albums de bande dessinée au Cameroun, ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui va publier ça. C'est pour ça que j'ai publié ici au Cameroun, chez Macacos et chez Graphic System, le tome 1, tome 2, afin de faire comprendre aux gens qu'on peut faire des choses au Cameroun. Oui. Voilà. Donc de votre expérience au Cameroun, il y a un marché, il y a une demande. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a un marché potentiel énorme. Oui. Et ce serait intéressant. Un marché potentiel. C'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à faire pour le développer, le rendre plus solvable. Je ne sais pas. Oui, en fait, on est dans un environnement où les gens aiment une chose, mais ils ne savent pas qu'elle existe. Donc il faut d'abord que les gens sachent qu'elle existe. Il faut d'abord qu'ils sachent qu'elle existe, avant d'aller vers cette chose. Oui. Et puis après, il faut la mettre à la disposition en quantité suffisante et de manière efficace. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, même si je suis déjà à pas mal de publications, je le fais de manière assez empirique. Ce n'est pas encore le professionnalisme que j'aimerais avoir. Parce qu'il y a une méthodologie pour promouvoir la bande dessinée et je n'ai pas encore les moyens. Il y a beaucoup de communication à faire autour. Énormément. Il y a l'événementiel, il y a le Boa BD Festival par exemple. Oui, c'est aussi un événement intéressant, mais je pense que ce n'est pas suffisant. D'accord. Au Cameroun, il devrait y avoir au moins 10 événements comme celui-là, chaque année. Parce que quand vous sortez un album de bande dessinée, si vous dépensez, je ne sais pas, je dis ça comme ça, hein, ça ne veut pas dire que j'ai dépensé ça, si vous dépensez 4 millions pour sortir un album de bande dessinée, vous en sortez peut-être 1000 ou 2000 exemplaires. Vous n'allez pas me dire qu'au cours d'un seul événement, qui dure, je ne sais pas, une semaine, vous allez pouvoir écouler vos 1000 exemplaires, c'est pas possible.
Hein. Il vous faut un peu plus d'événements au cours de l'année pour pouvoir écouler le stock que vous avez produit. Donc il faudrait une dizaine de festivals de bois BD au Cameroun. Oui. Donc, c'est ce que vous réussissez quand même à faire, c'est-à-dire nous faire aimer la bande dessinée, vous démarquez bien avec la créativité. On a par exemple le très très turbulent Zamzam, le tiers-mondiste. On est au tome 4 aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que cela revient à dire que ce personnage représente beaucoup chez Almo Production? Et en fait, c'est le personnage qui a lancé la production des albums de bande dessinée d'Almo Production. C'est un personnage que j'ai créé en pensant à tous les Africains qui vivent sur le continent. Parce que je me suis rendu compte qu'en Europe, il y a énormément de personnages de bande dessinée, mais en Afrique, il n'y en a pratiquement pas. C'est-à-dire qu'un enfant qui veut s'identifier à quelqu'un, qui veut avoir un héros de bande dessinée, il ne peut pas en trouver. Il trouve que des petits blancs. J'ai rien contre les blancs, hein, mais je pense que c'est important d'avoir des héros, des références qui se rapportent à notre propre culture. Oui. Parce que pour se projeter dans l'avenir, il faut quand même être conscient de ce qu'on est dans le présent. D'accord. Et je pense que Zamzam, c'est une bonne base pour les enfants et pour notre culture, pour le développement de notre société. Oui. Voilà. J'ai envie de savoir de quoi parle Zamzam, quelles sont les anecdotes autour de ce personnage-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être leur mettre de l'eau à la bouche, qu'ils aillent découvrir encore un peu plus autour de Zamzam le tiers-mondiste. Quel est le portrait robot de ce personnage dont la plupart, sinon tout le monde parle au Cameroun? Bien, Zamzam, c'est un petit garçon dont l'âge peut se situer entre 8 et 10 ans, Oui. qui raconte sa vie au Cameroun, en Afrique, avec ses amis, ses quotas. Et bon, c'est un petit gars qui aime bien le pain chargé, le football, et qui ne rêve pas de s'exiler à Mbeng. Ouais. Voilà. Donc il raconte des histoires de délestage, il raconte des histoires de Djondju Kalaba, Oui. il raconte des histoires de Bobo. Donc il parle des interactions sociales. Oui. Un peu comme vous pouvez le constater dans les Bengueters, vous avez les relations entre les Africains d'Afrique et ceux de la diaspora, des relations qui sont un peu comiques parfois. Donc c'est ce genre de choses dont Zamzam parle, mais toujours avec de l'humour et avec une certaine légèreté, comme c'est un enfant qui est censé vivre ses aventures. Oui. Donc, mais c'est consubstantiel à la bande dessinée, à la dérision, parce que vous en faites beaucoup usage aussi. Hein. Disons qu'il y a plusieurs types de bandes dessinées. Moi, j'ai choisi de faire de la bande dessinée humoristique parce que je trouve qu'elle véhicule de meilleurs messages, que c'est plus agréable à lire et que ça touche un plus grand nombre de personnes. Oui. Quand vous faites de la bande dessinée qu'on dit réaliste, je trouve que la niche est plus petite. La cible est petite. D'accord. Vous ne touchez pas grand monde. Avec l'humour, vous touchez beaucoup plus de personnes. Oui. En Afrique, comme dans le reste du monde, est-ce que Almo the Best vend en Europe aussi, ou en Amérique, dans le reste du monde? Est-ce que les œuvres d'Almo the Best se vendent bien de l'autre côté de la Méditerranée ou outre-Atlantique? Bien, déjà, j'ai une plateforme sur lulu.com sur laquelle tout le monde peut se procurer mes albums à travers le monde. Lulu.com. Oui. Et sur Amazon aussi, je crois. Non? Il y avait, mais je crois qu'il n'y a plus. Oui. Mais sur Lulu, c'est sûr. Oui. lulu.com/spotlight/Almo the Best. Voilà. On va bientôt terminer l'émission. Vous avez compris depuis le début que c'est quand même 30 ans de bouteille, 30 ans d'expérience avec Almo the Best. Vous avez certainement des choses à lui demander. Son contact est dans la description. Vous pouvez facilement le repérer sur les réseaux sociaux. Alors, Almo the Best, vraiment les choses un peu plus grandes. Comment est-ce que vous envisagez la bande dessinée en Afrique dans le contexte actuel? Parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait que ce ne soit pas assez valorisé, ce ne soit pas assez vulgarisé, donc on ne connaît pas, donc du coup, on ne consomme pas assez. Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans la BD en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? Déjà, je pense qu'il faut des investissements. Il
faut des investissements et puis il faut beaucoup de communication. Oui. Donc des journalistes comme vous et bien d'autres, comme Sonia peut-être aussi. Je pense que des gens comme vous pourront amener la bande dessinée à être connue et attirer des investisseurs, des sponsors, des mécènes. Ce sont ces personnes-là qui vont développer la bande dessinée parce que la bande dessinée, c'est une industrie. Ce n'est pas quelque chose qui se développe au hasard. Il faut absolument des investissements. D'accord. Mais je pense que l'avenir est assez radieux parce qu'il y a de belles choses qui se font dans des pays comme le Nigeria, qui est juste à côté, et même en Amérique du Nord, au Maroc, en Algérie où j'étais. Oui, justement. Il se passe de très belles choses. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup d'espoir, que ce soit au Cameroun ou en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, je pense qu'il faudrait un petit déclic. Il faudrait aussi que les gens me contactent aussi. Et je pense que ça pourrait faire bouger les choses. Parce que, vous savez, il y a quelques années, lors d'une interview à Africulture, je disais que ce serait intéressant que les investisseurs me rencontrent. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut investir. Un individu seul ne peut pas faire la différence. Il faut de l'investissement. Oui. Voilà. Il faut de l'investissement. J'espère que vous l'avez noté. Mais il n'y a pas que la BD, il y a la caricature aussi qui fait son chemin. Est-ce que vous pensez, Almo The Best, que la caricature a également une place en Afrique? Vous m'avez fait tout à l'heure parcourir, je crois, cet album, par exemple, qui revient sur les personnalités qui ont marqué le monde. Et surtout, en 2020. En 2020, est-ce que c'est un produit qui se vend facilement en Afrique? Quels sont les points à améliorer? Vous qui êtes là-dedans depuis des années, vous avez beaucoup pas dit surtout. Je pense que c'est comme la bande dessinée, c'est un domaine qu'il faut développer. Il faut bien évidemment des investissements. Mais je pense qu'il y a déjà le public. Les gens adorent la caricature. D'accord. Ça, c'est déjà un acquis. Il y a eu des aînés avant nous, comme Liam Popoli, qui ont permis de baliser le terrain et qui nous ont permis ensuite d'arriver sur le... Je vais m'arrêter sur cette page. On a presque envie d'écraser une larme, hein, qu'on soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Mais vous comprenez que juste en regardant l'image, ça renvoie à pas mal d'anecdotes. Voilà. Ça doit vous prendre des éternités, réaliser une œuvre comme celle-ci, Almo The Best. Oui, c'est plusieurs années en fait. Ah, plusieurs années? Plusieurs années. Parce que chaque image me prend quand même au moins 6 heures. Voilà. Parfois 6 heures, parfois un jour. Donc, on se privait de tout pour se concentrer sur... Se priver, non, on se fait plaisir. Ah ouais, le mot revient. C'est un travail qu'on fait avec plaisir. Oui. Sinon, on ne peut pas le faire. Parce que passer parfois 6 heures, parfois un peu plus, sur une seule image, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, voilà. Ça c'est clair. Il faut vraiment de la passion, il faut vraiment aimer ça. Où trouver les œuvres, les réalisations de Almo The Best? Bon, déjà au Cameroun, vous pouvez trouver le tome 2 de Zamzam le tiers-mondiste à la librairie La Papeterie, à Bonapriso, sur la rue Dominique Savio primaire, à la librairie Matila, à Bonanjo. Et toutes les autres œuvres, vous allez les trouver sur Internet en tapant www.lulu.com/spotlight/Almo The Best. Vous aurez d'ailleurs ce contact dans la description. Donc Almo, on quitte l'émission. Donc votre actualité est essentiellement basée sur le tome 4 de Zamzam le tiers-mondiste. Voilà, donc est-ce qu'on peut la voir sur Internet aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. En téléchargement? Non, pas en téléchargement, vous savez que vous le commandez et on vous le livre comme ça. Ah d'accord. Voilà. On n'a pas la version PDF? Non, je ne privilégie pas ce mode de diffusion parce que j'estime que ça c'est plus intéressant. D'accord. Ok, ben, Almo The Best. The best moment with you. En ce début d'année 2021, on vous dit merci d'avoir accepté l'invitation de MC Business TV pour partager ce morceau d'éternité autour de
la passion qui vous brûle depuis la tendre enfance. Ça fait 30 ans déjà, mais c'est comme si c'était hier que vous avez commencé parce que vous écrivez bien, vous regrettez toujours avec beaucoup de passion. Est-ce que vous avez un message à tout? Je vois une jeune génération de dessinateurs très très inspirés. Est-ce que vous avez un message pour eux du haut de vos 30 ans d'expérience, pour ceux qui nous regardent en Afrique et ailleurs dans le monde? Un message pour les nouveaux, je crois que ça va être un peu difficile, mais restez passionné tout simplement. Je ne peux pas dire autre chose, parce que c'est la passion qui fait la différence, selon moi. C'est d'abord la passion, l'argent après. L'argent vient quand vous êtes bon dans ce que vous faites, l'argent vient toujours. C'est pas un problème. C'est naturel. Ça fait partie de l'accompagnement, du talent. Merci Almo Zebes une fois encore. Et merci à vous qui avez regardé l'émission, la toute première de l'année 2021 avec Almo Zebes. Merci à tous et à chacun d'avoir regardé cette première de votre émission, Le Coin de l'Entrepreneur, avec Almo Zebes. On a eu le temps de faire un tour dans sa carrière, elle est vraiment longue. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le chercher sur Internet, le repérer sur Internet, lui écrire à travers ses comptes RS ou le contacter. Vous avez l'adresse dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine édition de votre émission Le Coin de l'Entrepreneur. On se donne rendez-vous jeudi prochain. À très bientôt, si le cœur vous en dit. Ciao, ciao. MC Business TV, c'est la télé web pour entrepreneurs et ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique et dans sa diaspora. Découvrez nos émissions ActuBiz, MC Talk, Le Coin de l'Entrepreneur, Fabrique d'Afrique, Ça se discute, Parcours et bien plus encore. MC Business TV, c'est le point de chute et de rencontre entre les entrepreneurs et les acteurs de l'économie africaine. La vitrine d'une Afrique qui bouge. MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs.